Bon, ben écoutez, maintenant je vais passer la parole à M. Monneret, qui va nous parler du statut des musulmans dans l'Algérie française. C'est un sujet, disons, qui va nous éclairer sur le passé et qui, je pense, va nous guider un peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui, merci mon cher Président. Merci, chers amis. En effet, vous êtes venus nombreux. Et si vous voulez bien, je passe tout de suite à ma conférence, mon exposé, étant bien entendu qu'il s'agit d'un sujet extrêmement délicat pour deux raisons. L'une est que le sujet est assez complexe et que la situation, disons que le problème de la citoyenneté des musulmans en Algérie a évolué au fil du temps. Donc la situation n'était pas la même de ce chef en 1848, en 1870, et à plus forte raison avant ou après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait le choix, en outre le sujet est extrêmement délicat et il y a quelque chose de délicat dans le sens qu'il est complexe et donc je vous prie de ne pas trop me reprocher d'aller un peu vite sur certains aspects de la question, car il est impossible dans un laps de temps déterminé d'entrer dans tous les détails de ce qui n'est pas une mince affaire comme je vais essayer de l'exposer. J'ai fait le choix également de limiter mon exposé, ou plus exactement de le centrer sur la période qui suit 1870. Nous verrons pourquoi cette date est très importante. Ai-je besoin de rappeler que c'est la date de la création de la Troisième République? Et également, comme nous le verrons, il est important, tout en faisant démarrer les choses en 1870, il est important de dire un mot de ce qui a précédé, car l'un conditionne l'autre, évidemment, et ainsi qu'il est naturel et normal en histoire. Ici, vous avez le portrait du maréchal Bugeaud, et je vais dire quelques mots à son sujet. Vous pourrez évidemment, la carrière du maréchal Bugeaud pourrait faire l'objet d'une conférence à elle seule, mais je me contenterai de dire en quoi il est important pour le sujet qui nous concerne. Alors d'abord, tout le monde sait ou devrait savoir que Bugeaud est l'homme qui a assuré, militairement parlant, la conquête de l'Algérie, laquelle, sur le plan militaire, se termine en 1847, c'est-à-dire que la conquête de l'Algérie, c'est quelque chose qui a duré. Et pourquoi cette durée dans le temps? Eh bien, il y a une raison essentielle, c'est qu'il y avait une certaine indécision des milieux dirigeants français de l'époque quant au sort à donner à ce territoire. Bugeaud était un homme très particulier, bien sûr, une très forte personnalité. Il n'a pas été que militaire, il a siégé aussi dans les assemblées de son époque. Et c'est un homme qui avait cette particularité, bien qu'il appartient à une famille noble, d'avoir été élevé de façon très simple, comme un petit paysan. Et étant enfant, il jouait avec les paysans de son village, de la région où il habitait, et donc il avait une connaissance, comment dirais-je, pragmatique, enfin, mais directe, de l'agriculture. Et ce sont ces conceptions qu'il essaiera, nourries de son expérience personnelle, qu'il essaiera de faire appliquer plus tard en Algérie. Bugeaud a laissé le souvenir d'un homme d'esprit conservateur.
Ceci ne l'empêchait pas, ceci est notoirement connu, il était franc-maçon. L'un et l'autre coexistaient parfaitement dans son esprit, semble-t-il. Et donc, là aussi, c'est toute une personnalité que l'on pourrait analyser. Vous me permettrez de ne pas entrer dans les détails maintenant sur ce point, mais il faut savoir surtout que Bugeaud est celui qui a organisé, alors peut-être pas créé à proprement parler, mais qui a organisé les bureaux arabes, et les bureaux arabes ont eu un rôle très important dans toute la période qui a suivi la fin de la conquête de l'Algérie et toute la période qui va jusqu'à la chute de l'Empire, du Second Empire. En effet, les bureaux arabes considèrent que l'administration de l'Algérie, son organisation, et en particulier ce qu'il faut faire, la manière de s'adresser, de gérer, de gouverner la population musulmane, c'est leur affaire. Et donc ces bureaux arabes jouent un rôle très important, et ils jouent un rôle très important en particulier en s'opposant non pas à la colonisation en général, mais à la colonisation civile. C'est-à-dire que les bureaux arabes s'opposent à ce que les civils viennent nombreux en Algérie pour s'accaparer les terres, car il y a des terres qui sont passées sous séquestre, ce sont les terres du domaine, qui étaient les terres de la régence, et puis il y a et les bureaux arabes s'opposent à ce genre de colonisation qu'ils voient un peu comme une sorte de spéculation. Enfin, ce n'est pas toujours très clair, mais il y a une opposition très nette de ce point de vue entre les militaires et la colonisation civile. Il faut surtout expliquer que jusqu'à l'avènement de la Troisième République en 1870, il y a une conception qui est très ancrée chez ceux qui ont à s'occuper de l'Algérie et qui gouvernent, dirigent, gèrent, administrent, tout ce que vous voudrez, cette nouvelle possession française que depuis 1838, 38 ou 39, j'ai toujours une confusion à ce sujet, mais vous me corrigerez si je me trompe, on appelle, car c'est la France qui lui a donné son nom, l'Algérie. Or, la conception de ces militaires, mais qui est une conception très répandue, qui sera, nous le verrons tout à l'heure, celle de l'empereur lui-même, c'est que les habitants de l'Algérie, les indigènes, les autochtones, ne sont pas des occidentaux, c'est l'évidence même, et qu'ils ne sont pas susceptibles de le devenir. Pour les gens qui dirigent à cette époque-là l'Algérie, la population indigène, c'est une population qui est irréductible à la population française. Contrairement à une philosophie qui est aujourd'hui très répandue et que pour simplifier, j'appellerais mondialiste, on ne considère pas à cette époque que les différents peuples sont interchangeables. Et ni même les individus appartenant à des peuples et à des cultures différentes. Donc pour les militaires de cette époque-là, les indigènes sont des musulmans, ce sont des orientaux, et ce ne sont pas des gens qui peuvent être ni gouvernés comme les Français, ni devenir des Français. Est-ce qu'il y a une politique d'assimilation qui est suivie en Algérie à l'époque? On peut, je crois, dire non. Il y a une tendance qui est normale chez les fonctionnaires, chez les administrateurs, à vouloir assimiler l'administration de l'Algérie à ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire à l'administration française, mais l'idée de transformer les indigènes musulmans, d'assimiler les indigènes musulmans, est tout à fait étrangère aux dirigeants de cette époque, et comme elle est tout à fait étrangère aux gens qui sont dans les bureaux arabes. Si bien que, peu à peu, nous avons parlé de... Peut-être serait-il temps de montrer
le portrait de l'empereur, puisque j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de lui. Non pas que ce soit un scoop, hein, je suppose que nombre d'entre vous sont familiarisés avec son image, mais je ne parlerai plus tellement de Bugeaud maintenant. Mais Bugeaud, son importance est quand même considérable parce qu'avec les bureaux arabes, et jusqu'en 1870, il va y avoir une espèce de problème franco-français entre ces militaires qui ne veulent pas que l'Algérie se transforme en une province française, parce que pour eux c'est une aberration, ça ne leur vient même pas à l'idée. Et puis il y a ces civils qui poussent, dont beaucoup émigrent, viennent de France à la suite des différents mouvements, des différentes révolutions même qui s'y déroulent, 1830, 1848, et qui sont des gens plutôt assoiffés de terre et qui aimeraient bien que le droit occidental, le droit français, s'exerce en Algérie de telle manière qu'on puisse acheter, vendre les terres, comme cela peut se faire en Europe. Et il y a opposition des bureaux arabes de ce point de vue-là. Évidemment, l'empereur va choisir, je dis évidemment, non, ce n'est pas évident, mais quand il arrive au pouvoir, l'empereur va, en matière d'affaires algériennes, va soutenir la vision qui est celle des bureaux arabes. C'est-à-dire que l'empereur considère que les Arabes, alors à cette époque, et ça s'est prolongé jusqu'à la nôtre, on a l'habitude de dire les Arabes pour désigner les habitants autochtones de l'Algérie. Je rappellerai quand même que plus d'un tiers d'entre eux sont des Berbères. Donc, les Arabes, mais il faudrait les appeler les Arabo-Berbères, ne sont pas des Occidentaux et ils n'ont aucune vocation à l'être. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'empereur aura ce projet bien connu qui est attaché à son souvenir, celui du royaume arabe. Bon, l'empereur qui avait séjourné en Angleterre avait sans doute été influencé par une conception britannique de la colonisation, et de même que la reine Victoria était, comme vous le savez, reine d'Angleterre et impératrice des Indes, eh bien il se serait très bien vu, lui, apparemment il faisait la distribution inverse, empereur des Français et roi des Arabes. Bon, c'était son projet, qui n'a pas été à son terme, mais qui néanmoins a marqué la politique de cette époque. En particulier, quand le Second Empire a cessé d'exister, à la suite des désastres militaires que vous savez, de la guerre de 1870, eh bien, l'empereur avait laissé un Senatus Consult du 14 juillet 1865, dans lequel était précisée la situation telle qu'il la concevait et telle qu'il avait l'intention de la définir, qui était celle des musulmans d'Algérie, les habitants donc autochtones de l'Algérie. Quelle était leur situation du point de vue de leur nationalité et du point de vue de leur citoyenneté? Eh bien, c'est ce fameux Senatus Consult qui a fixé les règles sous le Second Empire et qui était donc imprégné, si vous voulez, de cet état d'esprit très répandu à l'époque, selon lequel il n'y avait pas lieu d'assimiler des gens qui n'étaient pas assimilables et qui ne le souhaitaient pas d'ailleurs. Donc, l'empereur est respectueux de l'identité de ces personnes qu'il considère comme donc ces sujets. Ils sont, car sur le plan de la nationalité, la chose est tranchée avant même le Second Empire. Les habitants autochtones indigènes de l'Algérie sont français. Ceci permet aujourd'hui de mesurer la quantité invraisemblable d'erreurs que nous avons pu entendre depuis, avant même que nous ayons quitté l'Algérie, mais encore plus depuis que nous l'avons quittée. Car quelle est une des erreurs les plus répandues, une des âneries
des inepties les plus courantes dans tous ces reportages que nous avons, ces téléfilms et autres que nous avons pu voir à la télévision ces dernières années, eh bien, il y avait d'un côté les Français, c'est-à-dire Français européens, qui appartenaient à un collège, le premier collège, qui avait le droit de vote, qui étaient citoyens, et puis il y avait les autres qui étaient dans le deuxième collège, et puis qui étaient en somme des citoyens de second ordre. J'ai entendu ça 10 000 fois, et c'est tellement fréquent, tellement courant que c'est même, vous ne pouvez pas lutter contre ça, c'est pratiquement irrésistible. Les médias, qui sont déjà sous influence, mais où l'ignorance aussi joue son rôle, répandent de ce point de vue quelque chose qui est entièrement faux. Quelle est la situation? J'en profite pour faire allusion brièvement au décret Crémieux, qui sera pris en 1870, 24 octobre, je crois, corrigez-moi si je me trompe. Ce décret Crémieux qui transforme les Israélites d'Algérie, qui sont eux aussi des indigènes, attention, ce sont aussi des autochtones, les transforme en citoyens français. Seulement, le problème, citoyens français à part entière. Mais on a dit parfois que le décret Crémieux a naturalisé les Juifs d'Algérie. C'est faux, il ne les a pas naturalisés, puisqu'ils avaient déjà la nationalité française. Il les a fait accéder à la pleine citoyenneté. Vous comprenez qu'il s'agit là de précisions qui ne sont pas superflues. Si on rate la marche, on ne comprend plus rien au problème après. Or, il faut dire aussi que même l'administration faisait parfois ce genre d'erreur en Algérie. Et il n'était pas rare que, évoquant la question du décret Crémieux, certains aient parlé de, comme je l'ai dit, la naturalisation des Juifs algériens. Ce n'était pas une naturalisation. De même, lorsque, comme nous allons le voir tout de suite, certaines catégories de musulmans ont accédé à la pleine citoyenneté au cours de l'histoire de l'Algérie française, eh bien, on employait parfois le terme de naturalisation, même dans des documents officiels. C'est-à-dire qu'on considérait que des musulmans qui accédaient à la pleine citoyenneté étaient naturalisés, ce qui était évidemment une erreur. Ils n'étaient pas naturalisés puisqu'ils étaient déjà français. Tout cela montre que nous sommes devant un problème délicat, complexe, et qu'il faut par conséquent faire très attention à la bonne définition des mots. En 1870, les gens qui arrivent au pouvoir sont des républicains, purs et durs pour certains, et même, comme beaucoup de républicains français, ils sont marqués par une, comment on pourrait dire, par une particularité du républicanisme en France, ils sont jacobins. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas aux fédérations, au fédéralisme, à la diversité des cultures, et certainement pas au multiculturalisme. Ils ont ce goût de la centralisation, et c'est donc tout naturellement qu'ils vont vouloir transformer l'Algérie en une société qui ressemblera le plus possible à la France métropolitaine. Ils sont d'autant plus tentés de le faire qu'à l'issue de la guerre désastreuse, de la guerre de 1870, eh bien, l'Alsace-Lorraine ont été annexées, et que par conséquent, cette création d'une France de Nouvelle-France outre-Méditerranée apparaît à certains comme, en quelque sorte, une compensation. Compensation, je veux dire par là que, eh bien, on verra plus tard d'ailleurs, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale, que sur le plan stratégique, en tout cas sur le plan de la géographie, en tout cas, ce n'était pas un mauvais calcul, puisque comme vous le savez, l'Afrique du Nord a joué un rôle capital dans cette Deuxième Guerre mondiale. Bien entendu,
toutes sortes de problèmes vont se poser, dont des problèmes démographiques, et il faut comprendre qu'à partir de 1870, le problème est vu dans le problème de la citoyenneté des musulmans est vu dans une optique très différente. En effet, pour ces jacobins qui vont être à l'œuvre à partir de 1870, et contrairement à ceux qui les ont précédés, les identités culturelles, les différences identitaires entre les hommes, ce sont des choses qui ont leur importance, mais qui en fait doivent disparaître. Il y a foncièrement l'idée que foncièrement la nature humaine est la même partout. C'est là une grande source d'erreur. La politique de l'empereur était une politique que maintenant dans les universités on appelle ethno-différentialiste. La politique des Jacobins va être une politique aussi assimilationniste qu'il est possible dans un contexte qui ne s'y prête pas forcément. Mais, encore une fois, il faut faire très attention parce que quand on parle d'assimilation de l'Algérie à la France, il faut toujours voir qu'il s'agit d'assimiler d'abord et avant tout des institutions. Comment se passent les choses au début? Eh bien, au début, au fond, on se base sur le fameux Senatus Consul de l'empereur qui a dit quoi? Eh bien, qui a dit que les Algériens musulmans sont français. Le territoire où ils vivent est une possession française. Par conséquent, les habitants de cette possession française sont français. Mais, ajoute le Senatus Consult, leur statut juridique est celui de la religion musulmane. Ils sont régis par les codes et les coutumes coraniques. Alors le mot coranique n'est pas employé, mais c'est à cela qu'il est fait allusion. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces Français ont leur propre code juridique. Comme vous le savez, des tribunaux musulmans existent. Et il y aura, les Français feront un effort d'ailleurs pour essayer de codifier le droit musulman, qui sera, ce ne sera pas vraiment un succès, parce que les musulmans qu'on a voulu associer à cette transformation, souvent seront contre. Et puis, le système va finalement perdurer, y compris sous la République. Et donc, les musulmans sont français de nationalité, j'insiste. Mais pour ce qui est du système juridique qui les gouverne, il s'agit d'un système musulman coranique. Ce qui signifie quoi? Eh bien, ce qui signifie que, par exemple, ils ont le droit. Alors évidemment, quand on parle de l'islam, on pense tout de suite à la polygamie, bien que ce ne soit pas forcément la chose la plus répandue, parce que, enfin, pour toutes sortes de raisons. Il y a évidemment l'exhérédation des femmes. Vous savez sans doute que dans un héritage, l'homme musulman hérite de la totalité, la femme de la moitié seulement. Donc il n'y a pas dans le système de droit musulman, il n'y a pas évidemment, il n'y a rien qui rappelle l'exigence d'égalité entre les hommes et femmes qui est quand même très importante dans les systèmes occidentaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose qui est assez caractéristique et qui est reconnu aux chefs de famille musulmans, ce qu'on appelle le droit de Jabbar, qui est Jabbar. Alors évidemment, la prononciation peut varier selon qu'on se réfère au terme dialectal ou au terme d'arabe classique, mais il s'agit du droit de contrainte. Qu'est-ce que c'est que ce droit de contrainte? Si on traduit mot à mot, eh bien c'est le droit qui est reconnu à un chef de famille de marier ses filles, par exemple, à son gré. Bon, tel est,
Or, ceci est, à l'époque de l'Algérie française, reconnu, consacré par un certain nombre de tribunaux. Il y a d'autres aspects du droit musulman, par exemple, comment dirais-je, l'interdiction qui est faite à une femme musulmane d'épouser un non-musulman. Ceci est très important dans le droit musulman, et dans l'Algérie française, c'était très fermement appliqué. Les cas où une musulmane aurait passé outre et aurait épousé un non-musulman, un Européen en l'occurrence, ou éventuellement un Israélite, était, je crois pouvoir le dire, rarissime. Mais il n'y avait pas, à proprement parler, d'obstacle à ce qu'un homme musulman épousât une européenne, chrétienne ou juive. De ce point de vue, je crois pouvoir parler en étant en accord avec votre propre expérience. Là aussi, les cas étaient un peu plus nombreux, mais ils étaient quand même rares. Car les femmes du pays, enfin les femmes pieds noirs, connaissant la situation qui est celle de la femme dans la société musulmane, n'avaient évidemment, sauf exception, que peu d'envie de se retrouver dans ces situations. Bien entendu, il y avait des exceptions, et un homme comme Ferhat Abbas, par exemple, était marié avec une Européenne, et même, je crois pouvoir préciser, une femme pieds noirs. Mais c'était quand même malgré tout exceptionnel pour les raisons que j'ai essayé de décrire. Alors, en ce qui concerne la citoyenneté, qu'en était-il? Eh bien, les choses étaient assez simples. À l'époque jusqu'en 1870, on considère que seuls les citoyens français, alors l'expression n'était pas utilisée à l'époque, mais elle a été utilisée ensuite, seuls les citoyens français à part entière participaient aux élections, étaient éligibles, etc. Le Senatus Consult avait prévu le cas où un musulman aurait souhaité, donc régi par le droit musulman, aurait souhaité accéder à la pleine citoyenneté. Et c'était très simple, il devait faire reconnaître, alors devant un tribunal, ou alors peut-être, au début, c'était peut-être devant une cour d'appel, peut-être certains d'entre vous pourront me corriger sur ce point. Il s'agissait donc de faire reconnaître le désir exprimé de manière solennelle par l'intéressé d'accéder à la pleine citoyenneté française. Oui, dans quoi elle lui était accordée, tout simplement. Or, très rares même furent les cas de ce genre, car il faut savoir que pour un musulman, renoncer à un statut coranique pour demander à adopter un statut, en l'occurrence occidental, est considéré comme une apostasie. Et il ne manquait pas de gens dans les milieux religieux pour dire à la population musulmane, surtout ne faites pas ça, parce que si vous le faites... Voilà. Donc, l'idée qu'on risquait de se retrouver en situation d'apostasie était très répandue chez les musulmans. Ce qui explique sans doute que les demandes d'accès à la pleine citoyenneté française ont été finalement très, très réduits, très peu nombreux, quelques centaines, peut-être 400, je n'ai pas le chiffre en tête, peut-être quelque chose comme 435 musulmans ayant fait ce genre de demande en 4 ans, c'est-à-dire 100 personnes par an, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait négligeable. Bon. Donc, ceci avait été parfaitement compris du côté des Israélites, guidé, il est vrai, par celui qui était le ministre de la Justice de l'époque, Crémieux, qui était lui-même d'origine juive. Encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur Crémieux, sa carrière, etc., mais ce n'est pas le sujet maintenant.
Crémieux avait pris des mesures pour faire en sorte que les Juifs algériens puissent accéder massivement à la citoyenneté française. Mais le problème se posait pour les Israélites exactement dans les mêmes termes. Beaucoup rechignaient, enfin étaient rebutés par l'idée d'avoir abandonné leur statut qu'on appelle parfois statut mosaïque, dans le sens où il découlerait de la loi donnée par Moïse, et rechigner donc à l'abandonner au profit d'un statut juridique qui était celui d'un pays occidental et laïque en plus. Bon, vous voyez, donc les choses étaient assez compliquées. L'obstacle fut franchi grâce à Crémieux. Alors je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus. Il y aurait une conférence à faire là-dessus. Bon, mais, Crémieux a fait en sorte que les Juifs d'Algérie n'aient pas à choisir, et il s'est arrangé pour qu'un décret les fasse accéder globalement à la citoyenneté, la pleine citoyenneté française. Ce processus que l'on appelait à tort naturalisation, consistait en fait à les faire accéder à la pleine citoyenneté française sans qu'ils aient à manifester un choix personnel. Certains ont donc pensé que ce qui avait été fait pour les Israélites d'Algérie pourrait se reproduire pour les musulmans. Et ceci s'est heurté tout de suite à des obstacles considérables, à savoir qu'il y avait en Algérie à cette époque-là 35 000 Israélites. Évidemment, la population musulmane était infiniment plus nombreuse. Donc, si on avait adopté le même système pour les musulmans que celui qu'on avait adopté pour les Israélites, c'est quelque chose comme, disons, peut-être 3 500 000 personnes qui, d'un coup, seraient devenues citoyens français sans renoncer, parce que, attention, on pouvait toujours accéder à cette pleine citoyenneté en renonçant au statut personnel musulman, coranique. Ce que la plupart des musulmans, l'immense majorité des musulmans ne voulaient pas faire. C'était pareil pour les juifs, mais le problème était tout de même différent, puisque d'un côté vous aviez 35 000 personnes, et de l'autre côté vous en aviez, si je sais bien compter, 100 fois plus. Or, comme vous le savez sans doute, et je m'arrêterai là en ce qui concerne le décret Crémieux, ça ne s'est pas, le décret Crémieux et la citoyennisation, si j'ose dire, des Juifs, a aussi, ne s'est pas forcément fait sans difficulté, sans problème, et il y a eu des troubles, et comme vous le savez, des troubles anti-juifs à une époque. Troubles sur lesquels on pourrait s'attarder longtemps, mais qui étaient aussi en grande partie entretenus par des politiciens métropolitains. Bon, mais si certains avaient naturellement peur de faire la même chose avec les musulmans, parce que si on se dit, si déjà avec le décret Crémieux ça ne s'est pas passé si simple, si facilement que ça, à plus forte raison, si on a tout d'un coup 3 500 000 musulmans qui deviennent citoyens, part entière, mais attention, sans renoncer à leur religion, ce qu'on ne leur demandait pas, mais en ne renonçant pas non plus au statut personnel, puisqu'on ne leur imposait pas de le faire. De sorte qu'il s'est créé pendant un certain temps une situation, à vrai dire jusqu'en 1870, on me dit, est-ce que les musulmans ne participaient pas du tout à la vie politique? Si, ils y participaient. Il y avait d'abord les communes, et il y avait aussi ce qu'on appelait les djemmas, et souvent, on n'allait pas quand même administrer, gérer les affaires sans demander l'avis des musulmans, qui étaient quand même, je le rappelle, la majorité, et il y avait des assesseurs musulmans. Ces assesseurs pouvaient être, ils n'étaient pas élus,
mais souvent désignés par l'administration elle-même, et puis cooptés. Alors évidemment, ceux-ci pouvaient toujours prêter le flanc à une certaine contestation quant à leur représentativité. Les choses se sont quand même traînées comme ça pendant plusieurs décennies. Et lorsqu'on repense à ces périodes-là, on se dit évidemment que comment pouvait-il se créer une situation où seule une minorité exerçait le droit de vote, avait été éligible. Bon, il faut aussi comprendre que dans cette période-là, aujourd'hui nous sommes familiarisés avec les élections, ce qui s'appelle, ce qu'on appelle la démocratie, tout cela dans la plupart des pays du monde, même ceux qui ne sont pas vraiment démocratiques, on a quand même des élections, etc. Et rares sont ceux qui contestent le principe même des élections. Ceci dit, dans beaucoup de pays aussi, existent des communautés différentes, et vous prenez le Liban par exemple, bon, ben, vous savez qu'il y a un certain nombre de règles qui existent pour que on ne représente pas seulement le vote d'un individu, mais d'une masse d'individus, mais pour qu'on représente aussi des communautés, lesquelles doivent aussi s'équilibrer. Bon, alors ce sont toutes ces considérations qui ont fait que pendant très longtemps, eh bien, ces histoires de droit de vote, il faut comprendre que le droit de vote dans le monde s'était limité aux pays occidentaux, et puis que vraiment très rares étaient ceux qui le pratiquaient, la plupart pour ne pas parler de l'Asie, qui avait la Chine, le Japon, avaient des régimes tout à fait féodaux. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, les élections, les aspirations démocratiques étaient peut-être répandues, mais enfin le système électoral, c'était encore une rareté dans le monde. Alors qu'il exista une partie de la population qui ne participait pas à la vie politique, qui ne votait pas, ou qui ne votait que très rarement et pour des choses secondaires, ça ne choquait pas forcément beaucoup. Évidemment, les choses ont changé, comme je l'ai expliqué, à partir de l'arrivée des républicains au pouvoir en 1870, qui se sont inquiétés tout de même de cette situation. Et certaines tentatives ont été faites d'améliorer les choses, mais pas tout de suite. Au début, au contraire, les républicains ont, plus strictement encore que sous l'Empire, appliqué l'idée que si on voulait exercer la citoyenneté, les droits civiques, eh bien il fallait abandonner ce qui faisait la différence avec le statut de citoyen français, et donc renoncer au statut personnel. Les choses ont vraiment commencé, je vais aller un peu vite maintenant, les choses ont vraiment commencé à changer après la guerre de 14-18. Pourquoi? Eh bien, en grande partie parce qu'on avait demandé aux musulmans de participer à l'effort de guerre de la France. Alors attention, pas à tous les musulmans. Il n'y a jamais eu en Algérie, même à notre époque, de conscription. Alors peut-être après le statut de 47, et encore, je crois pas. Il n'y avait pas de conscription générale pour les musulmans. Et lorsque la France a envisagé de mobiliser des musulmans dans son armée, eh bien, un certain nombre d'entre eux, en particulier dans la région de Tlemcen, ont considéré que ceci était une atteinte à leur statut islamique, et certains ont même émigré en Orient. Alors, pas des centaines de milliers, mais enfin un certain nombre d'entre eux sont partis, par exemple, en Syrie, car ils ne voulaient pas, en tant que musulmans, ils ne voulaient pas servir sous un commandement qui n'était pas musulman. Bon, c'était un phénomène minoritaire, mais non négligeable, et dont les historiens parlent assez souvent. Néanmoins, un certain nombre de musulmans ont été mobilisés, alors pas exactement par la conscription, ça se faisait autrement, il y avait des enrôlements, il y avait des engagements, etc. Et puis, bon, jouait aussi
l'autorité tribale de certains chefs qui désignaient certains jeunes pour servir dans l'armée française, qui était considéré finalement malgré tout comme un honneur, si bien qu'à partir du moment où un chef musulman demandait à certains jeunes hommes de sa tribu de participer, c'était plus considéré comme contraire à l'islam. Enfin, j'entre pas dans les détails. Toujours est-il qu'un nombre important de musulmans a servi dans l'armée française pendant la Grande Guerre. Que s'est-il passé après 1918? Eh bien, certains se sont dit que tout de même, si ces hommes avaient payé l'impôt du sang, il était tout à fait normal qu'on leur reconnaisse un certain nombre de droits, y compris des droits civiques. Ce qui se heurtait tout de même au fameux problème du statut personnel. Il est difficile d'être citoyen français et d'être régi par un droit qui n'est pas le droit français. Et c'est alors que, mon cher Président, si nous pouvons avoir maintenant la photo de Clémenceau, Clémenceau a joué un certain rôle de ce chef. Ah, bon alors là encore, c'est pas à proprement parler quelque chose, un scoop, hein. Mais tenez, je retrouve le chiffre dont je parlais tout à l'heure, 398 musulmans sollicitèrent l'accès à la citoyenneté française. En 4 ans, vous voyez. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, alors attendez, je ne suis pas un peu... Oui, alors les parlementaires français s'inquiétaient de cette situation où des gens qui représentaient la majorité de la population n'étaient pas citoyens, ne participaient pas, en tout cas pas pleinement à la vie politique, et ils ont pensé qu'un certain nombre de démonstrations de gratitude étaient nécessaires. Alors l'une d'elles, bien connue, j'ai pas les dates en tête, mais je crois bien que, si je ne me trompe pas, c'est à cette époque qu'on a construit la grande mosquée de Paris. Alors, il y a quelqu'un qui était, alors pas exactement à cette époque-là, mais enfin, si vous avez la date en tête, n'hésitez pas à la dire. Je ne l'ai pas noté, ce qui est une erreur de ma part. Officiellement, Clémenceau et Georges Lègue, ah oui, il ne faut pas l'oublier celui-là, hein, Georges Lègue, qui s'est illustré plus tard dans la marine, enfin comme ministre de la marine, jouait un rôle important pour cette histoire de la citoyenneté des musulmans. 1er janvier 1916, c'est-à-dire que la guerre, nous sommes au beau milieu de la guerre. Hein. Envisage, donc Clémenceau et Georges Lègue envisagent un nouveau régime de naturalisation, entre guillemets, ce n'est pas le terme qu'on aurait dû employer, mais sans abandon du statut personnel. Or ça, si vous voulez, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est un pas. Alors, est-ce que c'est un pas en avant? J'hésite à dire un pas en avant, mais enfin, disons que la République franchit ce pas. Et c'était pas évident, parce que jusque-là, ça faisait quand même 46 ans qu'elle était là, la République, elle ne l'avait jamais fait. Et pourquoi est-ce qu'elle n'avait jamais fait ça? Il faut le comprendre. La République française ne fonctionne pas comme ça. C'est la République une et indivisible. Bon. Alors, et puis, les citoyens sont tous égaux devant la loi. Vous ne pouvez pas avoir un régime. Alors, sans ça, qu'est-ce qui allait se passer? On est tous égaux devant la loi, mais les musulmans peuvent avoir 4 femmes. Bon, il y en a qui auraient été jaloux. Je plaisante, évidemment. Mais enfin, ne plaisantons pas, ça aurait entraîné que des citoyens censés être égaux devant la loi étaient en fait avec des statuts juridiques différents. Bon, on serait entré dans le multiculturalisme. Et ça, la République française, jusqu'à ce jour, il faut lui reconnaître cette constance, en théorie en tout cas, parce que ça a reçu des sacrés coups de canif ces dernières années, la République
a toujours considéré que les citoyens devaient être égaux devant la loi et qu'il ne devait pas y avoir de multiculturalisme. Bien. Il n'empêche que Clémenceau et Georges Lègue se disent que bon, ben, il y a un problème et qu'il faut peut-être essayer de le résoudre, quitte à aboutir à une côte maltasienne. Non, pas côte, non. Côte. J'ai appris ça à Paris, parce que chez nous en Algérie, on ne prononçait pas toujours comme il fallait. Non, c'est la côte. Si je me trompe, vous me rectifierez. Alors, 1er janvier 1916. Alors, les journaux s'en mêlent, comme toujours. Il y avait un certain Marius Moutet qui jouait un rôle important à cette époque-là. Mais alors, il y a des gens qui s'y opposent fermement. C'est d'abord le gouverneur général en Algérie, Luto. Et personnage qui a été beaucoup moqué par les pieds noirs à une époque, mais qui néanmoins n'était pas sans mérite. Et Luto s'est toujours opposé à ça. Fut remplacé par un autre gouverneur, Jonard, qui lui était plus souple, semble-t-il, de sorte qu'on va vers un système qui va être celui de la demi-naturalisation. Alors, on emploie toujours le mot naturalisation, mais il aurait fallu dire citoyennisation, excusez-moi, mais c'est le terme qu'emploie un historien, malgré tout, qu'on est obligé de considérer avec une certaine Ageron, ou Claude Machin-Julien. Eux, ils utilisent le terme de citoyennisation. C'est horrible, mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est plus précis. Alors, droit électoral relatif pour les assemblées algériennes, et puis un conseil consultatif à Paris, avec 15 Français à part entière et 6 musulmans. Alors, Jonard fait un pas dans ce sens. Il fait voter l'abolition des impôts arabes, car vous savez que dans le statut coranique, il y avait aussi des impôts spécifiques pour les musulmans. Bon, on annule ça. Et donc on va vers un système où finalement, on admet... Alors, que se passe-t-il ? Il va se passer une chose particulièrement importante, c'est qu'on va reconnaître, vous voyez, par la loi du 4 février 1919, on va reconnaître à certaines catégories de musulmans la pleine citoyenneté française sans exiger d'eux qu'ils renoncent formellement au statut personnel. Donc ça, comme je le disais, c'est véritablement une nouveauté, c'est carrément une révolution même. Si bien que en Algérie, mais aussi en France, il y a pas mal d'opposition. Mais néanmoins, l'écho d'Alger, l'écho d'Alger existait à cette époque, ça ne m'étonne qu'à moitié, mais il avait déjà cette position que nous connaissons bien et qui nous a été familière. L'écho d'Alger s'oppose à cette démarche qu'il trouve dangereuse et, si j'en crois Claude-André Julien, il a même un titre dans un article, « C'est le coup de massue, on nous a asséné traîtreusement un coup de massue ». À ne pas confondre avec le général, évidemment. Bon, alors les choses avancent, le pas essentiel a été franchi, c'est-à-dire qu'on a admis que des gens peuvent être pleinement citoyens français sans avoir à formuler l'abandon de ce droit de ce système juridique correct. Mais, à vrai dire, c'est ce qui avait déjà été fait au niveau du décret Crémieux. Alors Crémieux était un homme très intelligent et il avait présenté ça, la citoyennisation des Israélites d'Algérie, il l'avait présenté comme un pas justement vers l'assimilation de l'Algérie à la France. Et donc, certains avaient davantage accepté plus facilement accepté cette évolution, car
d'une part, ça concernait relativement peu de gens, et en outre, c'était l'habileté de Crémieux, qui était d'ailleurs avocat, hein, il avait présenté ça, il avait bien ficelé, il a dit voilà, on commence avec les Juifs, et puis ça ira de plus en plus loin, jusqu'à ce que l'Algérie devienne comme la France, etc. Bon. Alors, entre-temps, parmi les musulmans, il y a des mouvements aussi nationalistes. C'est un peu difficile de dire mouvement nationaliste à cette époque. Je pense aux jeunes Algériens. Il y a aussi l'émir Khaled, dont on a su par la suite qu'il était beaucoup plus nationaliste qu'il le disait vraiment. Mais enfin, ce sont des gens qui, plutôt que des nationalistes, sont des gens qui demandent justement d'avoir les mêmes droits que les Français. Et alors avec toujours une certaine ambiguïté sur cette question du statut personnel, car évidemment il est très difficile pour un musulman d'apparaître comme quelqu'un qui traite l'islam par-dessus la jambe. Hein. Donc très prudent dans ce domaine. Et l'administration française a tendance à répondre à tout cela par une certaine surdité intéressée. Il y a, si vous voulez, un dicton latin qui dépeint bien les choses qui les inspirent, qui semblent les inspirer, quieta non movere. Les choses calmes ne bougent pas. Enfin, ne pas bouger les choses qui sont tranquilles. Donc, il n'y a pas de problème. Car au fond, je sais qu'on va vous parler de l'insurrection de 1871 d'El-Mokrani. Certes, c'est une réalité qu'on ne peut pas historiquement gommer, mais tout de même, de 1847 jusqu'à 1920, tout compte fait, l'Algérie n'a pas été un pays si agité que ça. Quant à la propagande du FLN aujourd'hui, qui nous dit que dès le début, le peuple algérien s'était opposé, avait résisté à la francisation, à la colonisation et le droit, franchement, je ne suis pas très convaincu. Il y avait beaucoup, dès le début, dès 1830, il y a eu des musulmans, parfois des tribus entières, qui ont choisi le parti de la France. Et donc, il faut aussi tenir compte de ces décennies et décennies de tranquillité. Quand est-ce que les choses ont commencé à changer? Eh bien, c'est là, mon cher président, que je vais vous solliciter à nouveau, avec l'arrivée de M. Violette. Alors faites très attention, parce que quand vous parlez de Violette, et surtout si vous écrivez son nom, il faut mettre 2 L. C'est pas comme la fleur. Hein? C'est une violette qui a 2 L. C'est pas picturalement parlant ce que ça pouvait donner, mais alors que fait notre président? Alors voilà. Alors bon, Violette est un parlementaire français et il est aussi maire de la ville de Dreux. Et Violette se signale dans la vie parlementaire française, avant la Grande Guerre, comme un spécialiste des abus administratifs. En particulier, il s'est rendu célèbre par un rapport qu'il a fait en 1913 sur les abus de l'administration en Indochine. Ce monsieur, qui est donc spécialiste du combat contre les empiètements de l'État et les abus de l'État, est nommé gouverneur général de l'Algérie. Alors il y a eu 2 carrières. Hein. Là, pour l'instant, nous nous occupons de sa carrière quand il est gouverneur général de l'Algérie, de 1925 à 1927. Et là, alors évidemment, il se trouve que, je ne sais pas si c'est tout à fait un hasard, j'ai dit tout à l'heure que Bugeaud était franc-maçon, il se trouve que notoirement Violette l'est aussi. Bon, alors il y a dans cette mouvance
quelque chose que d'aucuns jugeront idéaliste, mais enfin, il est de ces gens, justement, très attachés à l'égalité, quitte à sombrer parfois dans l'égalitarisme. Et il est partisan d'une large naturalisation des indigènes, mais naturalisation, toujours entre guillemets, qu'il envisage sur le plan individuel. Ce sont des individus qui doivent... Bon. Néanmoins, il comprend parfaitement que ceci doit prendre la forme d'un octroi par décret de cette citoyenneté française. Mais il met l'accent aussi sur le fait que cette citoyenneté ne peut être accordée qu'à des gens qui en sont dignes. Par conséquent, il n'est pas question de naturaliser collectivement les musulmans, naturaliser toujours, hein, maintenant je ne le fais plus, de naturaliser les musulmans, mais pas globalement, mais comme un certain nombre, c'est un certain nombre d'individus qu'on va en quelque sorte citoyenniser. Donc on n'est pas dans le décret collectif, comme ça a été le cas pour les Israélites. Ces positions sont certaines. Je crois avoir dit que Violette était un idéaliste, et ces positions sont certainement excellentes. J'en profite pour rappeler que dans les dernières années de sa vie, il a fait partie avec M. Soustelle, avec Jacques Soustelle, il a fait partie du fameux comité de Vincennes qui défendait en quelque sorte l'Algérie française. Donc, quand je dis que ses intentions étaient bonnes, vous voyez dans quel sens je l'entends. Or, ces propositions, qui auraient pu peut-être être acceptées si elles avaient été bien expliquées, furent compromises justement par un excès d'égalitarisme, comme c'est souvent le cas. De quoi s'est-il agité? Eh bien, il faut savoir que dès cette époque-là, on s'inquiète en Algérie d'un problème démographique qui menace de devenir énorme. En effet, je ne vous l'apprendrai pas, mais la présence française en Algérie ne s'est pas traduite, quoi qu'on raconte dans certains milieux, que par des catastrophes. En particulier, il y a eu, je plaisante, je vais expliciter mon propos. Si j'écoute à la télévision et dans certains journaux ce que l'on dit de la France en Algérie, ben, je vais prendre qu'un exemple, un seul. Il y a un éditorial du Monde il y a quelques années dans lequel on disait que l'histoire de la France en Algérie c'était 132 ans de violence, de mort et de je ne sais plus quoi. Donc vous voyez, voilà. Alors, malgré ça, il y a eu quand même aussi en Algérie des médecins, il y a eu un encadrement sanitaire et médical très important, ce qui a eu comme conséquence que la mortalité infantile a reculé dans des proportions extraordinaires. Bon, si bien que une conséquence en a découlé un essor démographique très important, et même tellement important que l'on a pu parler à propos de l'Algérie de démographie galopante. Mais ce n'était pas sensible tout de suite. C'est à partir justement à l'issue de la guerre, de la Grande Guerre, qu'on s'est rendu compte que la population musulmane croissait à une vitesse folle. Et ceci est devenu extrêmement net à partir des années 30, si bien que peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale, la population musulmane algérienne doublait à peu près tous les 20 ans. Et c'est la situation très exactement dans laquelle nous nous sommes trouvés, la plupart d'entre nous, enfin les gens de ma génération en tout cas, où nous étions entourés
par des familles musulmanes extrêmement prolifiques. Alors les spécialistes disent que ceci a changé aujourd'hui et que l'Algérie, comme d'autres pays du Maghreb, se serait orientée vers une transition démographique. C'est possible, je ne l'affirme pas parce que pour une bonne raison, c'est que je ne suis pas compétent dans ces domaines et que je ne sais que ce que la grande presse peut en dire. Et vous savez ce que je pense de la grande presse. Mais enfin, je ne dis pas que c'est faux. Je ne suis pas qualifié pour le dire. En tout cas, à l'époque, cette démographie galopante débute et c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant parce que, précisément, ces gens qui se reproduisent très vite et qui vont devenir très nombreux n'ont, pour la plupart d'entre eux, pas l'exercice de la pleine citoyenneté, ce qui est évidemment un problème. Alors, les excellentes intentions de M. Violette, avec 2 L, mais et voilà qu'il y a un problème sur lequel il va buter, c'est qu'à un moment, il veut donner assistance aux mères de familles musulmanes, aux nourrissons, je ne me rappelle plus exactement les détails. Enfin, il donne l'impression, dans les milieux qui s'occupent de politique, il donne l'impression qu'il veut favoriser les naissances dans les milieux musulmans, favoriser enfin toutes sortes de mesures qui évidemment sont de nature à accroître l'essor démographique. Alors évidemment, on comprend bien la position de Violette, mais évidemment ça ne sert pas sa popularité, et si bien que beaucoup de gens considèrent que Violette c'est un brave Français de France, idéaliste, qui n'a rien compris au problème de l'Algérie, et que donc, bon. Et si bien que certains voient en Violette même un type dangereux. Si bien qu'il y a des gens en Algérie qui vont même se mettre dans la tête. Où en suis-je, mon cher président, à propos de. Ça va? Bon, j'ai déjà vu quelqu'un qui sommeillait, mais tant qu'il n'y en a qu'un, ça peut aller. Alors. Et je termine. Le sénateur Duroux, je crois qu'on disait en Algérie, et moi j'ai souvent entendu parler de Duroux, puisque je suis, comme vous le savez peut-être, de Maison Carrée. Et Duroux avait des moulins à Maison Carrée. Bon, alors qui est Duroux? Il n'est pas que sénateur, c'est aussi un oligarque de l'époque, et quelqu'un qui influence aussi la politique locale. Alors il a une dent contre Violette, et il lui en veut, il pense que c'est un très mauvais gouverneur général, et il va même, Duroux, qui ne manque pas de moyens financiers, va même organiser à Dreux, il va envoyer des gens à Dreux, des gens probablement, je n'ose dire, stipendiés, mais enfin il doit y avoir un peu de ça. Il les envoie à Dreux pour monter des listes contre Violette, essayer de le faire échouer aux élections, etc. etc. Je ne me souviens pas si ça a été. Je ne crois pas que ça a été efficace, Violette étant en quelque sorte, comment dirais-je, insubmersible, imputrescible, et tout ce qu'on veut sur le plan électoral. Bon, enfin, toujours est-il que beaucoup d'hommes de gauche, pas seulement de gauche d'ailleurs, souhaitaient une représentation politique accrue des musulmans. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Violette va revenir sur le devant de la scène quelques années plus tard, car que se passe-t-il quelques années plus tard? Eh bien, c'est le Front populaire, et donc le Front populaire, ça secoue la France, mais ça secoue aussi l'Algérie. Et donc, il y a une fédération, dès cette époque-là, il y a une fédération des élus indigènes qui apparaît. Pourquoi? Eh bien parce que, comme un certain nombre d'indigènes, le terme dans mon esprit n'a strictement... Ce sont les anticolonialistes qui ont décidé qu'indigène était un terme péjoratif. Moi, je suis un indigène aussi. Alors, le problème est que ces gens se disent que
j'ai perdu le fil. Non, oui, un certain nombre des gens ayant été citoyens, d'indigènes étant devenus citoyens français, participent aux élections et sont éligibles. De sorte qu'il y a un certain nombre de musulmans qui sont élus, par exemple dans le Constantinois, où les masses sont importantes et où il y a des gens, un électorat déjà musulman qui est sensible. Bon, bref, il se crée une fédération des élus. Alors là, le nom du docteur Ben Jelloul s'est attaché à cette fédération des élus et il a joué un rôle très important, y compris d'ailleurs après, un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc le 8 novembre 1928, Violette dépose un projet à la Chambre. Alors, il n'y aura pas tout de suite de collège unique, mais il lance un mode de représentation indirecte pour les musulmans, inspiré des élections sénatoriales. La fédération des élus se déclare favorable au projet. 30 mai 1929, délégation financière arabes et kabyles, parce que c'est le même système, formule un vœu très favorable à cette proposition de Violette, etc. etc. Néanmoins, le Premier ministre, qu'on n'appelle pas Premier ministre, je crois à l'époque, Tardieu, lui, a une position beaucoup plus nuancée et il ne se presse pas d'avaliser ses projets. On fait appel à un grand islamiste, le professeur Massignon, lequel a des idées, alors lui aussi très optimiste, très idéaliste. Il dit que de toute façon, je caricature un petit peu, mais cet excellent homme, qui est d'ailleurs un grand savant, mais il a des idées très optimistes sur la question. Il considère que l'islam est en voie de disparition. Au total, et là, sur ce plan, je serai davantage d'accord avec lui, il considère que ce projet ne va concerner que 5 à 10 000 chefs de famille, et donc, par conséquent, numériquement parlant, c'est dérisoire et que ça ne va rien changer. Bon, il est évident aussi que c'est un début et que ça annonce d'autres voies. Alors, l'idée de députés spéciaux pour les musulmans fut rejetée par Tardieu. Déception évidemment des musulmans concernés. Violette reviendra sur le devant de la scène au moment du Front populaire. Il y a alors à ce moment-là ce qu'on appelle le projet Blum-Violette, et beaucoup de gens s'imaginent que puisque les socialistes, communistes, enfin les socialistes, les communistes ne participent pas au gouvernement, mais enfin puisque le Front populaire est au pouvoir, on va tout changer, y compris en Algérie. Bon, le problème, c'est que parmi les musulmans, tous ne sont pas favorables à cette citoyennisation. Parce qu'il est apparu des mouvements musulmans traditionnalistes, en particulier le mouvement des oulémas. Alors, je dis ouléma, ça, en arabe ça se prononce oulama, mais je ne vais pas faire des vocalises. Je dis les oulémas parce que c'est le terme avec lequel les Européens sont les plus familiarisés. Donc les oulémas du Shir Ben Badis, ils voient tout ça avec une certaine réticence. Hein. Ils veulent bien avoir des droits, etc. Mais quant à être assimilés, être occidentalisés, bon. Néanmoins, ils ne font pas d'opposition systématique. Alors Violette reste ferme, il y a des oppositions au Parlement, il y a des oppositions dans la presse, il y a des oppositions en Algérie. Alors là aussi, une ânerie que j'ai souvent entendue, c'est que les pieds noirs étaient opposés à ça. Alors, je ne sais pas, il se peut qu'il y ait une majorité de gens opposés à ça, mais tous les pieds noirs, et en particulier tous les élus, tous les élus, parmi les élus de l'époque, tous n'étaient pas hostiles au projet de Violette, au projet Blum-Violette. Par exemple, quelqu'un comme Raymond Lacquière était favorable. Or, Raymond Lacquière, pour ceux qui ont connu un peu la vie politique à cette époque-là, c'était un monsieur qui pesait très lourd. Hein,
ce n'est pas n'importe qui. Bon, donc, alors, la crainte, toujours la même. On va donner à des gens... Alors, certains, les chiffres ne sont pas d'accord. Hein, certains qui voulaient minimiser la chose disaient ça concernera 20 000 personnes. D'autres disaient ça concernera 60 000. Alors, il faut aussi comprendre que ces choses-là aussi devenaient largement héréditaires. Hein, c'était et les musulmans, comme Ferhat Abbas par exemple, savaient très bien, connaissaient très bien la démographie et ils savaient que ça jouerait toujours dans leur sens. Donc par conséquent, certains se disaient oui, mais alors voilà. Et puis avec toujours ce risque de multiculturalisme. Alors, 10 février 1931, bon, alors je passe sur les détails, parce que Violette, avant de présenter son projet, fait une enquête en Algérie. Alors, une des oppositions qui va le plus les plus fermes contre ce projet viendra de certains élus européens, c'est vrai. Alors, il y a quelqu'un qui, je crois, s'appelait Abbo, avec 2 B. Hein. Si ça doit vous dire quelque chose peut-être. Ça a été un de ceux qui sont le plus manifestés. Et leur argumentation, il faut le reconnaître, ne peut pas être éliminée d'un revers de main. Moi, je me souviens qu'un grand historien, celui qui faisait des émissions à la télévision, là, qui était ministre de Mitterrand après, je l'ai entendu dire une fois, le projet Blum-Violette, qui n'avait d'autre but que de donner la citoyenneté française à quelques milliers de musulmans, a été combattu par les colons d'une façon... Bon. Or, c'est pas de ça qu'il s'agissait. Il y a un argument tout de même qui ne peut pas être négligé. On avait des citoyens français qui se retrouveraient à discuter dans les parlements, au Sénat éventuellement, de projets qui, eux, ne les concernaient pas forcément, puisque, par exemple, le divorce, c'est un problème qui concerne pas les musulmans, puisque leur statut, leurs droits, règlent ce genre de problème autrement. Bon, alors donc, certains émettaient l'inquiétude suivante, on va créer des super citoyens français qui voteraient des lois qui ne s'appliquent pas entièrement à eux. Donc ce serait, alors certains disaient ironiquement que ce serait des citoyens français à 125%. Bon. Alors, finalement, une grosse agitation a régné tant en France qu'en Algérie. Et certains, il y avait à l'époque un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Régnier et qui a laissé la réputation d'un homme très ferme sur les questions de maintien de l'ordre, etc. Et lequel avait dit un beau jour qu'il était urgent d'attendre concernant ces questions de citoyenneté des musulmans. Bon, je pense personnellement que ce fut une erreur. On a un petit peu raté là une occasion d'entraîner davantage de musulmans, c'est mon opinion personnelle. Et vous n'êtes pas obligé de la partager, bien entendu. Mais je trouve qu'on a raté là une occasion d'entraîner davantage de musulmans dans la participation à la vie politique, ce qui aurait peut-être permis d'arrondir un peu les angles. Or, que s'est-il passé? Eh bien, d'abord, il faut tenir compte du fait que, à mon avis, ça n'aurait pas fondamentalement transformé les conditions des élections, qu'elles soient locales, à l'échelon local ou à l'échelon national. Mais, bien entendu, il y avait quelque chose de gênant dans cette affaire, c'est que on avait l'air de dire on ne veut pas de multiculturalisme, donc on ne peut pas avoir 2 catégories de citoyens. Mais ça donnait à nombre de musulmans l'impression que finalement ils n'étaient pas citoyens, donc ils n'étaient rien. Et ceci dans des populations qui sont tout de même assez remuantes, il faut le reconnaître, et c'est toujours un peu dangereux.
Je ne mésestime pas non plus le fait que sur le plan international à l'époque, il y a une grande inquiétude dans les milieux dirigeants français qui est alors, la montée de l'hitlérisme, le fascisme en Italie qui a comme conséquence que Mussolini lorgne un peu aussi sur la Tunisie. Bon, il n'y a pas que la Libye et l'Éthiopie qui l'intéressent, il lorgne un peu sur la Tunisie. Bon. Alors, donc, dans les milieux français, on est inquiet. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire passer des projets comme le projet Blum-Violette qui suscite de l'opposition, suscite des troubles, suscite de l'instabilité, au fond. Parce qu'il y a toutes sortes de gens qui prennent position, et dans tous les sens. Vous avez la fédération des élus de Ben Jelloul, qui est pour. Vous avez les oulémas, qui sont pour. Et oui, parce que à telle et telle condition, mais ils ne sont pas contre l'idée d'être bon. Et puis, chose beaucoup plus curieuse, il y a même le Parti communiste algérien qui prendra des positions. Enfin, il n'est pas franchement contre le projet Blum-Violette, ce qui est normal puisqu'il soutient le Front populaire. Mais attention. À l'époque où Violette était gouverneur, les communistes algériens étaient assez hostiles à Violette, hein, parce qu'ils le trouvaient trop assimilationniste. Bon, maintenant, ils sont plutôt pour le projet. Bon, alors, ceci entraîne d'ailleurs un très grave conflit entre les communistes algériens et les nationalistes du PPA de Messali, et ce conflit est extrêmement vivace, il est extrêmement fort, et j'ai eu l'occasion de rappeler à propos d'Albert Camus, de la biographie d'Albert Camus, que Camus avait été choqué parce que lui, il adhérait au Parti communiste algérien à cette époque, qui venait d'être créé, et j'ai aperçu que du jour au lendemain, la politique des communistes avait changé, alors que les nationalistes étaient un petit peu cajolés avant. Tout d'un coup, à partir du moment où Laval, qui était ministre des Affaires étrangères, hein, sommes en 1935, s'est rendu à Moscou et que Staline a approuvé les efforts de la France pour renforcer sa défense nationale, du jour au lendemain, les communistes se sont mis à s'opposer, et s'opposer très vivement aux nationalistes du PPA, au point d'aller jusqu'à les dénoncer à la police, et les dénoncer parfois nommément dans leur presse. Ce n'était pas de la rigolade. Et Camus, qui avait vécu tout ça, a été exclu du parti parce qu'il ne comprenait pas ce virage à 180 degrés, et il s'en était indigné. Je dois le préciser. Bon, alors l'idée au fond de Violette, c'était d'entraîner, à défaut de pouvoir citoyenniser la masse des Algériens, considérés sans doute comme trop religieuses ou trop arriérées, ou que sais-je, je ne veux pas. J'essaye de me mettre dans l'esprit des gens de cette époque. Il avait pensé qu'on allait citoyenniser une élite musulmane qui finirait par entraîner la masse à sa suite. Mais, comme je l'ai dit, déjà, l'esprit français était pris d'uniformité, et donc ça choquait un petit peu. Bon, ça choquait même beaucoup, et finalement, en 1938, le gouvernement de l'époque a mis en sommeil le projet Blum-Violette, considérant que ça risquait d'entraîner une déstabilisation du pays, et dans une situation internationale où on ne pouvait pas se le permettre. Bref, je vais un peu plus vite maintenant parce que... ah oui, alors, tiens, j'ai de nouveau le sénateur Duroux qui apparaît. Il contre-proposition, il a fait des contre-propositions au projet Blum-Violette. Mais Duroux, si j'ai bien compris, et je ne pense pas m'être trompé, voyait la solution dans le collège unique. Vous voyez, ce qui était quand même, de sa part, également témoigné d'un certain optimisme. Bon, que se passe-t-il après? Eh bien, c'est la guerre, et comme vous le savez, alors les choses vont changer à partir de l'arrivée du général de Gaulle en
en Algérie, qui va peu à peu, avec les hommes de son entourage, essayer de résoudre ce problème, le problème algérien. Mais comment le voit-il de Gaulle? Alors, vous savez que c'est le Sphinx, on avait appelé Mitterrand le Sphinx, mais lui aussi il est assez Sphinx. Et comment savoir? Eh bien, on est obligé, et c'est ça l'avantage de l'histoire, surtout quand on la traite sur la longue durée, on voit bien que le projet, son décret de 1944, en gros, reprend le projet Blum-Violette. C'est-à-dire qu'il reprend. Alors, l'ordonnance en question dit qu'il faut faire accéder plus largement les musulmans à la citoyenneté, la pleine citoyenneté, sans qu'on puisse leur opposer l'argument du statut personnel. Voilà, donc c'est fini. Le statut personnel ne compte plus. Et De Gaulle considère que on doit élargir le corps électoral. Il n'est pas question encore de donner la pleine citoyenneté à tout le monde. Ce qui sera fait, au moins sur le plan des principes, par le statut de 1947. Mais là, on n'en est pas là. 1944. Donc, on élargit le corps électoral et sans qu'on puisse opposer l'histoire du statut personnel. Ceci, alors beaucoup de musulmans diront malheureusement ça arrive trop tard. Alors pourquoi disent-ils ça? Ils disent ça parce que, entre-temps, le nationalisme arabe a pris un essor considérable. Alors pourquoi? Eh bien d'abord parce que les puissances comme l'Angleterre et la France, alors l'Angleterre n'a pas été vaincue, la France a été vaincue, donc le prestige français il est amoindri. Bon, l'Angleterre a gardé l'essentiel, mais le problème c'est qu'elle envisage, elle, de faire évoluer son empire et très vite. Et puis il y a les Américains qui poussent en ce sens. Et puis vous avez d'autres facteurs qui jouent. Bon, l'URSS, énorme prestige aussi après l'issue de la guerre mondiale. Prestige militaire, évidemment. Mais enfin, qui joue aussi dans une certaine mesure sur le plan politique. De sorte que le monde arabe est en effervescence, et déjà à cette époque-là, des mouvements nationalistes très importants apparaissent, que ce soit en Égypte, en Irak, en Syrie. Bon, bref, ils viennent amplifier un autre mouvement qui date de l'avant-guerre, et qui est le mouvement que l'on appelle de la Renaissance arabe, hein, Nahda, c'est le mot qu'ont pris en Tunisie les nouveaux, enfin récemment, là, quand il y a eu un mouvement révolutionnaire en Tunisie, donc Nahda, c'est la Renaissance. Bon. Alors ce mouvement, qui est représenté par des gens très influents chez les Arabes, comme Mohamed Abdou, comme Jamal el-Afrani, etc., évidemment, ça influence aussi en Algérie. Et ça trouve un débouché tout naturel chez les ulamas, chez les gens du Constantinois, qui sont restés très orientaux, beaucoup moins touchés par l'influence française. Au total, à l'issue de la guerre, le PPA, loin d'être affaibli, et malgré une répression dure, reste un mouvement très, très influent, très solide en Algérie, et qui va d'ailleurs, qui joue un rôle que vous connaissez peut-être dans les événements du 8 mai 1945, suivi à leur tour d'une répression qui est importante. Mais néanmoins, alors le PPA est interdit, Messali est mis en résidence surveillée, tout ce que vous voulez. Enfin, le PPA va réapparaître sous l'appellation de MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et chose qui n'existait pas avant-guerre, et même dans l'après-guerre, dans l'immédiate après-guerre, les communistes vont se rapprocher des nationalistes. Et même quelqu'un comme Ferhat Abbas, qui avait dit que la nation algérienne n'existait pas, et après la guerre, alors entre-temps il a écrit le manifeste, et il a eu paraît-il des contacts avec les Américains, encore que certains historiens disent qu'il s'est vanté un peu, il a inventé un peu ses contacts. Il a dit par exemple qu'il avait rencontré le président Roosevelt, mais on pense que c'est inexact. Mais enfin,
Toujours est-il que les Américains poussent dans ce sens, l'Union soviétique pousse dans le sens de la décolonisation, le nationalisme arabe, c'est une force considérable. Bon, bref, en Algérie, les mouvements nationalistes sont en essor. Et au point que Ferhat Abbas va se rapprocher d'une manière importante de Messali. Il rencontre Messali et il accepte que les militants clandestins du PPA adhèrent à sa propre organisation, les AML, et souvent pour la loyauté, mais Ferhat Abbas ferme un peu les yeux. Alors, donc c'est le manifeste qui sera suivi par l'additif au manifeste. Après, on crée les amis du manifeste et de la liberté. Et tout ça aboutit en 1947 à quelque chose de nouveau qui est le statut de l'Algérie. Alors, le statut de l'Algérie a été défendu dans une large mesure concocté par quelqu'un qui était socialiste et même un socialiste assez à gauche, Édouard Depreux. Alors Édouard Depreux, à cette époque, s'occupe de ça. Alors vous savez plus tard c'est lui qui a fondé le PSU. Hein. Donc c'était un socialiste plutôt à gauche et assez anticolonialiste. Évidemment, il n'avait pas écrit ça sur son front en 1947. Mais il n'empêche que ce statut fait quand même... reconnaît quand même quelque chose de très important. Il parle d'une personnalité algérienne. Et donc, au terme du statut, tous les habitants de l'Algérie sont considérés comme citoyens français. Donc, ce n'est plus les uns sont sujets, et quelques-uns sont citoyens, c'est différent. Tous les habitants de l'Algérie sont des citoyens français. La nationalité française, c'est la nationalité et la citoyenneté pour tous. Mais, et comme vous le savez probablement, ce statut prévoit aussi le double collège. Alors là aussi, que d'âneries, mes amis, avons-nous pu entendre. Alors, je ne sais pas moi, 99 000 personnes sur 100 000 ou beaucoup plus, vous aurez quelqu'un pour vous dire que le premier collège c'était pour les Français, le deuxième... Non. Il y avait dans le premier collège quelque chose comme 140 000 musulmans, c'est-à-dire à peu près un tiers. Et Ferhat Abbas, qui n'était pas un imbécile, avait dit c'est pas la peine de supprimer les deux collèges, parce que de toute façon, bientôt on aura la majorité dans le premier. Vous voyez, il ne se faisait pas d'illusions. D'autre part, Depreux, dans un certain nombre de discours et d'attendus de l'époque, avait dit que ceux qui étaient dans le deuxième collège, et qui donc, alors, ça n'a jamais été clair de savoir si ceux qui étaient dans le premier collège avaient toujours le statut personnel ou pas. Hein. Ouais, enfin, en tout cas, la discrétion était de rigueur. Mais ceux qui étaient dans le deuxième collège étaient considérés comme ayant, ipso facto, comme ayant conservé le statut. Il n'avait pas conservé, il ne l'avait jamais perdu, c'était le leur, quoi. Bon, ce statut personnel ne les empêchait pas de voter, de participer aux élections, mais dans le deuxième collège. Mais Depreux avait bien précisé que le deuxième collège avait vocation de disparaître au profit du premier. C'est-à-dire que le premier collège était censé devoir, au fil des ans, avec le temps, en prenant le temps qu'il faudrait, absorber la masse des gens du deuxième collège. Alors, voilà à peu près l'histoire de la citoyenneté française. Je considère pour ma part que, comme finalement tout cela a échoué, et puisqu'il y a eu une insurrection, puisqu'il y a eu une guerre, qu'elle s'est terminée comme vous le savez, je considère pour ma part que il y aurait des enseignements à tirer de cette histoire assez longue et qui se caractérise, me semble-t-il, je ne pense pas manquer d'objectivité en disant ça, il me semble qu'elle se caractérise, cette période, par le fait que
les principes républicains de la République française sont entrés en contradiction tout de même avec l'islam qui était une réalité enracinée en Algérie. Ça aboutit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une cote mal taillée et finalement à un échec. Car la réaction de la masse des musulmans, y compris les plus modérés, alors parmi les plus modérés, on range toujours évidemment Ferhat Abbas, le docteur Saadan, etc. Mais il n'y avait pas que... Parmi les ulamas aussi, il y avait des gens plus modérés que d'autres. Bon. Mais tous ont dit ben, ça vient trop tard. Donc je pense quand même qu'il n'est pas faux de dire qu'avec Bloom Violette, on a peut-être manqué un peu d'audace. Bon. Mais c'est facile de dire ça aujourd'hui, et il faut voir quelles étaient les responsabilités des gens de l'époque et comment pouvaient-ils comprendre les problèmes qui se posaient, certainement d'une manière différente de la nôtre. En tout cas, je tiens à dire une chose, c'est que avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958, alors de Gaulle, comme vous le savez, a dit tout le monde votera 58 au forum, tout le monde, on demandera aux Algériens de se prononcer dans un même collège. Donc il n'y avait plus le premier et deuxième collège. Donc ça a été terminé. Entre ces deux périodes, comme vous le savez, c'était la guerre et donc les élections avaient été suspendues. Donc la question ne se posait plus. Mais De Gaulle arrive et dit, dans un seul collège, bon, 10 millions d'Algériens dans un seul collège, c'est ce qui s'est passé après. Bon, de sorte que, et si vous vous en souvenez, les musulmans, au moins ceux qui étaient en ville, avaient des cartes d'identité, avaient des cartes électorales, les mêmes que les nôtres, il n'y avait plus... Bon. Il n'empêche que les tribunaux musulmans continuaient d'exister, ils ont continué d'appliquer le droit musulman. Donc dans cette période évidemment très courte, de 58 à 62, il y a eu une situation quand même ambiguë et juridiquement spéciale, où tout le monde était censé être citoyen, tout le monde était citoyen et votait effectivement dans un même collège, et n'empêche qu'on n'était pas tous avec le même statut juridique. C'est une situation qui n'a duré que 4 ans et après, elle ne s'est plus posée. J'avais oublié de vous dire, et je termine là-dessus, que le statut de 1947 prévoyait aussi que les deux collèges seraient représentés, par exemple, pour les élections législatives, par 60 députés chacun, de sorte que les électeurs étaient répartis en deux collèges, mais ils avaient le même nombre de députés. Une façon de dire qu'ils étaient égaux. Voilà, merci chers amis de votre... Attendez, n'applaudissez pas tout de suite. Si vous avez envie de m'insulter, retenez-vous encore un peu. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me fassiez l'honneur, avant de partir, de jeter un regard sur cette littérature que j'ai apportée, parce que j'ai de moins en moins de force et de moins en moins la capacité de trimballer des sacs pleins. Si vous pouvez m'alléger mon fardeau. Merci beaucoup.